Les légendes urbaines. Faut-il vraiment y croire et cache-t-elle vraiment une part de vérité? Laissez-moi vous raconter quelques-unes d'entre elles afin de forger votre propre opinion. La gardienne en danger. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui bien évidemment la rémunérait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, le numéro était masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la police pour signaler cet appel plutôt inquiétant. Le policier lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin que l'on puisse tracer l'appel, si cela se reproduisait. Un peu plus tard, le téléphone sonna à nouveau, le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la police rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible, et pour cause, l'appel provenait de la 2e ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Par un beau soir d'Halloween dans le New Jersey, un homme assez âgé, et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Antipathique, acariâtre et méchant, il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et avait une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'interrompre le massacre planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une généreuse part en dessert, juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme, qui avalait sa nourriture avec voracité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée, « Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte ?» Sa femme lui répondit qu'elle avait pris toutes les pommes qu'il avait préparées ce matin-là. C'est en avalant une dernière bouchée qu'il réalisa un peu trop tard, qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ces fameuses pommes. Un dessert plutôt indigeste, vous en conviendrez. La voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble du centre-ville. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui affirma qu'elle vivait dans le même immeuble et lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie précipitamment du domicile conjugal. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'elle viendrait la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, le jeune homme se rendit dans le salon et constata que la couverture était pliée et bien rangée sur le coin du sofa. La jeune femme semblait avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappa à nouveau à sa porte. Il s'agissait encore une fois de la même femme, mais cette fois son visage portait des marques de violence. Elle lui demanda à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui proposa de dormir au même endroit que la nuit précédente. Il lui demanda également si elle avait été battue, mais la femme refusa de répondre. Au petit matin, même manège, elle n'était plus là. Cette situation se répéta tout au long de la semaine. Inquiet et intrigué, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnut la femme. La police lui apprit alors que cette femme avait été battue à mort par son conjoint et son corps avait été retrouvé dans son appartement quelque temps auparavant.
la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Il s'agit certainement d'une des légendes ou pas des plus connues. Selon les nombreux et divers témoignages, elle aurait été vue aussi bien en Europe qu'en Amérique. Voici l'un des nombreux récits la mettant en quelque sorte en scène. Toujours à la frontière du mythe, de la légende ou de la réalité, cette histoire nous est prétendument racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste, de bonne foi et les pieds sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue et harassante journée de travail, un médecin rentre chez lui en début de soirée alors qu'une pluie battante s'abat sur toute la région. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et lui offre de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot tout le reste du trajet. Elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée, apeurée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie afin qu'elle se protège de la pluie jusqu'à sa maison. Pensant qu'elle reviendrait lui rendre son parapluie, il attend quelques minutes. Ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin se rend vers la maison et sonne à la porte. À son grand étonnement, c'est un couple qui lui ouvre. Le médecin leur raconte alors son histoire, en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant. Le casse-tête. Installée au chaud dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de passer le temps en réalisant un casse-tête sous une certaine forme de puzzle et de pièces. C'était une nuit noire d'encre où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces, elle reconnut peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon. Intriguée et fébrile, elle décida tout de même de continuer. Ainsi apparurent sa télévision, ses meubles, ses bibelots et pour terminer son propre visage. De plus en plus fébrile et prise d'une curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer, même si la peur commença à l'envahir. Il ne restait plus que quelques pièces à assembler. Prenant son courage à deux mains, elle était bien déterminée à finir son casse-tête. Elle assembla donc les dernières pièces. À ce moment, elle reconnut la fenêtre de sa maison. Plus effrayant, on apercevait au coin de la fenêtre un homme armé d'un couteau qui la regardait. La station-service. La nuit est sombre et brumeuse. Denise lutte pour rester éveillée alors que la route est détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devient dangereusement bas, et elle ignore totalement où se trouve la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter son véhicule pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence plutôt étrange. Malgré tout, et comme elle n'a pas le choix, elle décide de s'y arrêter. Pendant que le commis fait le plein, elle remarque que ce dernier semble plutôt distrait et étrange. Il s'exécute, fait le plein, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée, au milieu de nulle part, avec un commis au comportement bizarre, le cœur de Denise commence à battre la chamade. Le jeune homme lui demande alors de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il affirme qu'il y a un homme couché sur le siège arrière de la voiture et qu'il faut absolument appeler la police. Denise part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Celui-ci, d'un mouvement brusque et inattendu de bras, décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. David McCallum et son jeu de Ouija.
Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda deux adolescents âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents, Michael et Stephen, acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes, « Cet autel est dédié à Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. » Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Dennis arrivé, les quatre jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre de la planche. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael, le projeta sur le lit et l'immobilisa. Armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime. À de nombreuses reprises, la longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Dennis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, finit par crier à McCallum « Arrête David. Il est mort. » Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seul, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut quant à lui condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Les fantômes d'Alcatraz. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale à sécurité maximale d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de la Californie. Selon un bon nombre de visiteurs, un sentiment étrange vous envahit dès la descente du bateau qui mène à la forteresse, et pour beaucoup ces murs abriteraient aujourd'hui les âmes égarées d'anciens détenus. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions de fantômes. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus furent abattus le 4 mai 1946, alors qu'ils tentaient de s'évader et d'échapper à la vigilance de leurs gardiens. Un air glacial venant de nulle part soufflerait également à proximité de la cellule d'isolement Cell 14D. Plusieurs années après la disparition d'Al Capone, un gardien jura avoir entendu le banjo du parrain du crime à proximité de la salle de douche, en l'occurrence, à l'endroit précis où le parrain du crime avait pour habitude de jouer durant les 5 ans de sa détention. Les gardiens du parc qui travaillent maintenant sur l'île, vivent au quotidien ce genre de phénomènes étranges. Ils évoquent à la fois des bruits étranges, les portes de cellules se refermant mystérieusement en claquant, des hurlements lugubres et la forte sensation d'être observé. La légende d'Alcatraz raconte qu'on ne s'y évade jamais. Est-ce pour cette raison que les âmes torturées des prisonniers entraient toujours les lieux? Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant.
Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui se serait suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous face à un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir. Pendant que vous tournez lentement sur vous-même, fixez votre reflet dans la glace à chaque passage, répétez le nom de Bloody Mary 13 fois. Commencez par murmurer son nom, puis augmentez progressivement le volume de votre voix jusqu'à le crier. Si à la 13e répétition, vous criez Bloody Mary j'ai tué ton enfant, cela pourrait déclencher la colère de l'esprit et provoquer une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par El Mary, vous pourriez voir apparaître Satan dans le miroir. Plusieurs personnes ont cherché à mettre fin à cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son expérience, était tellement perturbée qu'on ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Une autre personne s'est malheureusement blessée à la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et une dernière personne a osé tenter l'expérience après avoir averti la police et ses proches. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. La légende du loup-garou. Les loups-garous sont peut-être les créatures qui ont le plus intrigué au cours des siècles, principalement en Europe. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, un homme atteint de cette malédiction se métamorphoserait en un immense loup doté de sens surdéveloppé, et posséderait soudainement les caractéristiques de cet animal fort et redoutable. Dans cet état, il attaquerait ses victimes causant parfois de nombreux décès en une seule nuit. Les gens qui voient les loups-garous comme des créatures diaboliques les pourchassent en utilisant de l'eau bénite et des balles en argent, des éléments qui les repousseraient et pourraient les tuer, tuant par la même occasion la personne atteinte de cette malédiction. Mais la légende veut que l'on peut aussi se défaire des loups-garous en les soignant et donc sans les tuer. Pour ce faire, la littérature évoque des méthodes comme l'exorcisme, la conversion au christianisme ou la destruction par le feu de la peau du loup-garou. La transformation d'un humain en loup-garou est attribuée à une morsure faite par un autre loup-garou. La malédiction prendrait effet dès la première pleine lune qui suit cette morsure. Même après la pleine lune, les loups-garous garderaient certains traits bestiaux tels qu'une voix et des yeux modifiés, une forte pilosité faciale et des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rouges, l'index légèrement plus long, des oreilles plus basses et pointues, ainsi qu'un surplus de poils sur les mains, les pieds et le dos. Au fil du temps, le loup-garou est devenu une figure légendaire associée à des âmes damnées qui ne trouvent pas le repos dans leur tombe. Certaines légendes évoquent également l'existence de filtres magiques qui pourraient aider les loups-garous à retrouver leur forme humaine. Le manoir hanté. Le père Gagnon et ses frères du village ouvrirent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Incapables de les nourrir, ils les forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé et tous les occupants tués, sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Gagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. Des siècles passèrent, et les descendants Gagnon n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations. Le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée. Utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il créa un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et un château magique. Il voulait créer un endroit joyeux, après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux.
Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir, qui selon les dires de tout le monde, était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir soi-disant hanté.